Waouh. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu stressée, mais bon. En tant que chef d'entreprise, on me demandait souvent pourquoi je ressentais toujours le besoin d'aider les autres, de conseiller les autres jeunes frères qui voulaient devenir entrepreneurs. Je me rappelle encore, lorsque j'embauchais quelqu'un, le but pour moi, au-delà du fait que cette personne était un simple employé, de transformer cette personne en mini-entrepreneur. Alors, le fait de le faire, à un moment donné, m'a emmené à me poser la question. Est-ce que dans le monde purement égoïste dans lequel nous vivons, est-ce que le fait d'aider les autres ne serait pas une clé pour la réussite? Est-ce que le fait de me forcer à conseiller ne voudrait pas dire que de manière directe ou indirecte, je suis obligé d'être plus ou moins un exemple pour ces personnes-là? Alors, dans mon propos, je vous parlerai de la philanthropie au service des autres. La philanthropie serait-elle la clé de la réussite? Tout part de la décomposition de ce mot du grec ancien, philos, qui signifie amoureux, et anthropos, qui signifie homme ou genre humain. Alors on voit déjà que si on parle de l'amour de l'homme, l'amour d'autrui. La philanthropie est la philosophie ou la doctrine de vie qui met l'humanité au premier plan de ses priorités. Un philanthrope cherche à améliorer le sort de ses semblables d'une manière ou d'une autre. C'est tellement ambitieux pour moi de me présenter ici devant vous et de parler, de prétendre être une philanthrope. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que d'une manière directe ou indirecte, je suis, et les expériences de la vie m'ont démontré, une mini-philanthrope. Et je n'étais pas toujours comme ça. Alors, enfant, j'étais extrêmement timide, un peu comme Estelle, extrêmement timide, j'étais toujours dans mon coin. Mais je me rappelle ma mère qui me disait toujours, toi tu viens dans les fêtes et tu es toujours dans ton coin, comme si tu ne connaissais pas la famille et tu ne les connaissais pas. Donc j'étais toujours dans mon coin et je n'aimais pas trop les autres. Par contre, à un moment donné, j'ai dû changer de vision parce que je suis sortie, je suis partie poursuivre mes études supérieures dans un pays anglo-saxon. Et à ce moment-là, j'ai vu la différence de culture de mon milieu francophone au milieu anglo-saxon qui est extrêmement ouvert, où les gens sont extrêmement free, light et tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'avais ces jeunes que je voyais qui faisaient des choses tellement magnifiques en fait. Et je me sentais tellement petite vis-à-vis de ces personnes-là. Et en fait, ces personnes m'inspiraient, me forçaient en fait à plus ou moins être comme elles. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je voudrais bien moi aussi à mon niveau être comme ces jeunes-là, inspirer d'autres jeunes, inspirer la jeunesse francophone à être meilleure. À ce moment-là, j'ai commencé à aimer les autres. Moi qui n'aimais pas tellement les autres, pas que je ne aimais pas, mais qui n'aimais pas trop rester avec eux parce que j'avais honte, j'ai dû m'obliger en fait à commencer à regarder les autres, à m'inspirer d'eux et à les aimer. Et en le faisant, en fait, je me suis forcée en fait à devenir meilleure. Donc j'ai changé déjà. Je suis sortie de cette timide à quelqu'un de beaucoup moins timide. Je rencontrais, ces jeunes également m'ont initié à ma première passion, l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat surtout au service des autres. À ce moment-là, je me rappelle, j'avais un ami qui un jour m'appelle et qui me dit, Audrey, j'ai fait la rencontre de quelqu'un et j'aimerais te présenter cette personne. Je dis ouais, ok. Il me dit, écoute, tu vas aller à la bibliothèque, tu vas acheter un livre. À ce moment-là, je vais donc à la bibliothèque et j'achète pour la première fois, j'achète Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Et alors je suis sûre que Robert Kiyosaki ne se disait pas qu'en écrivant son livre, en partageant en fait son expérience aux autres, il allait pouvoir en fait m'impacter moi, impacter mon ami et impacter des millions de personnes. En partageant en fait ce qu'il a pu apprendre,
il me forçait en fait à vouloir d'une manière directe devenir comme lui. Au-delà de Guy Robert Kiyosaki, il y avait d'autres mentors. Moi, je combattais toujours un peu ma timidité, donc j'étais souvent un peu chez moi et je regardais beaucoup la télé. Et en regardant la télé, je m'envolais. Et ce que je regardais très souvent, c'était les talk shows. Je suis tombée complètement amoureuse d'une ancienne top modèle qui, malgré les paillettes et les glamour, avait décidé en fait de se mettre au service des autres. C'était Tyra Banks à travers le Tyra Banks Show. Et en suivant en fait ce qu'elle faisait, je me suis dit, waouh, si elle, en fait, aussi loin des États-Unis, elle réussissait à me toucher, en fait, moi, je pourrais également, moi également plus tard, devenir ce genre de personne. Si malgré, en fait, le fait qu'elle ait de l'argent, elle soit une belle femme, elle soit super intelligente, elle ait décidé malgré tout de se mettre au service des autres, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Pourquoi moi, à mon niveau également, je ne pourrais pas changer un peu la vie de quelqu'un? Au-delà d'elle, il y avait également Oprah Winfrey. Et en fait, moi, souvent, Oprah, je disais toujours, en tout cas, avant que je me mette au moment des sorts, la grande va m'interviewer, ça c'est sûr. Et je voyais en fait ce qu'elle faisait pour les autres. Je me suis dit, malgré son argent, c'est pas le superbe empire qu'elle avait construit qui m'inspirait. C'était surtout en fait, malgré l'argent qu'elle avait, ce qu'elle faisait en fait pour les autres. Et en fait, ça l'obligeait en fait, elle, Oprah, également ça obligeait également Tyra Banks ou Robert Kiyosaki à toujours être meilleur. C'est une sorte d'obligation en fait. Parce que vous avez des personnes derrière vous qui vous regardent et vous avez l'obligation de toujours réussir. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, écoutez, moi je vais rentrer chez moi et je vais monter mon truc. Et quand je rentre chez moi, grâce à l'aide de mes mentors nationaux et internationaux, je lance quelque chose qui semble marcher. Et comme je vous l'ai dit au début, je commence à aider, à conseiller d'autres personnes. Et je découvre, avec ma profondeur, d'autres jeunes qui, comme moi, avaient également l'amour de partager leur expérience aux autres. Et ensemble, on a commencé à faire ce qu'on appelle le conseil d'entrepreneuriat. Et c'était super parce qu'en fait, ça nous obligeait, en fait, maintenant, en fait, à toujours avoir notre entreprise plus ou moins dans les normes. Ce qui est très difficile dans le pays dans lequel nous vivons. De manière générale, l'entrepreneuriat est très difficile. Et on était obligé à être des bons exemples pour les jeunes qu'on essayait de coacher. À ce moment-là, c'était bien. J'étais toujours en train d'essayer d'aider les uns et les autres. Mais à un moment donné particulier, je réalise que la vie n'est pas aussi belle. Et je tombe sur une décision que je dois prendre sur le choix de triompher ou le choix de laisser tout tomber. J'ai 28 ans lorsque j'entends, sincèrement, une voix me dire un soir, de lever ma main et de toucher. De toucher un endroit particulier, vraiment particulier de mon sein. Quelque chose que je ne faisais pas du tout avant, parce que je n'étais pas un peu bizarre. Et donc, à ce moment-là, je touche et je ressens une boule. Quand je ressens cette boule, je me dis, what the hell is that? C'est pas partir comme une fois, on parle toujours en anglais. What the hell is that? Et qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, quelque chose me dit, c'est bad, c'est extrêmement bad, c'est pas joli du tout. De cette période, de ce soir-là, et jusqu'à 8 mois plus tard, je fais des courses dans des hôpitaux au niveau du Gabon, sans obtenir une réponse quelconque. Les docteurs ils me disaient, oh ouais, j'exagère, je suis trop jeune, je ne peux pas avoir un cancer, et voilà, c'est pas ça. Le cancer fait pas mal, moi j'avais extrêmement mal, c'était impossible pour moi d'avoir un cancer. À ce moment-là, ce que je fais, c'est avec ma famille, on décide de m'envoyer à l'étranger. On m'envoie donc rejoindre mon petit frère et ma petite soeur en Malaisie. Et quand je vais en Malaisie, ironie du sort,
Les docteurs également pensent que je suis beaucoup trop jeune pour avoir un cancer, et même les premiers résultats montrent que je n'avais pas de cancer. Et bon, bref, au bout d'un moment, on arrive à la conclusion inévitable, ce que je pensais dès le début, c'est que c'était bel et bien un cancer. Malheureusement, ça ne pouvait pas être un cancer, tout simplement un cancer. Le cancer, c'est déjà très bad. Mais dans ma situation, j'avais un type de cancer particulier. J'avais ce qu'on appelle un cancer triple négatif. Un cancer qui arrive à 10%, 10 à 15% de la population des personnes touchées par le cancer dans le monde. Et je me suis, évidemment, j'avais ma période un peu basse. Je pleurais, j'étais un peu triste, je me suis dit je vais mourir, etc. Et comme je suis entrepreneur, et on réfléchit rapidement, à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas, si je meurs, et si je meurs, qu'est-ce qui va se passer si Dieu m'a donné, si Dieu a permis, m'a donné, mais si Dieu a permis au cancer de s'installer plus ou moins en moi, je pense que c'était pour une raison particulière. C'était parce que je savais que j'avais déjà une voix à mon niveau, et que grâce à cette voix-là, en fait, j'avais la possibilité, en fait, de partager mon expérience, et surtout, en fait, d'aider d'autres personnes, mes frères, mes sœurs, qui sont restés au Gabon, et en Afrique, de par le monde, à se forcer, en fait, de triompher. Et j'entre dans ce qu'on appelle ce qu'on appelait avec ma petite sœur, le Cancer School, donc l'école du cancer. Et j'entre dans cette école parce qu'un jour, je fais la rencontre d'une dame, encore par un livre, une dame qu'on appelle Friska, qui fut un de mes mentors, qui est jusqu'aujourd'hui un de mes mentors, un de mes principaux mentors. Friska, c'était une personne qui était malade, qui avait un cancer, et qui fait des choses, qui fait des choses extraordinaires, qui parle avec le bras, et ce que je n'ai pas encore réussi à faire, mais qui a réussi en fait à impacter des vies au niveau des États-Unis, mais également au niveau de la Malaisie. Aussi loin de la Malaisie où j'étais, elle a été touchée. Et de Friska, en fait, ma vie a complètement changé parce que je ressentais en fait l'obligation d'être moi-même. Je me suis dit, waouh, elle a réussi à parler à une autre personne, à conseiller, mais à conseiller sur quelque chose de vrai. C'est pas juste de dire, moi j'ai eu une expérience du cancer. C'est de dire, j'ai eu une expérience du cancer, voici ce que vous pouvez faire concrètement, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et donc, en faisant dans le Cancer School, je me suis dit, bon, écoutez, j'ai envie de m'entrer, de pouvoir conseiller d'autres personnes, mais d'être expert dans ce domaine. À ce moment-là, je m'inscris dans une école internationale de nutrition et j'apprends tout. Alors, on a tout sur le cancer. À ce moment-là, vous réalisez que je ne peux pas mourir. Je ne peux pas dire, laisse tomber. Non, j'ai une obligation maintenant, parce que je connais, parce que j'ai été plus ou moins privilégiée, parce que je me suis fait à l'étranger, de revenir en fait au pays et de partager mon expérience aux autres, aux Gabonais, mais aussi aux Africains. Parce que le cancer en Afrique est malheureusement vu d'une manière particulière. On pense que c'est des tiges. Je me rappelle, mon téléphone sonnait tout le temps, on disait oh non, c'est elle que tu es, et à ce moment-là, en fait, je vous assure, à un moment donné, que je ne répondais plus à certains appels, même les appels de certains membres de la famille, parce que c'était juste ce genre de langage. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, tu as appris quelque chose. Tu es, grâce à Dieu, tu as survécu le cancer. J'ai été guéri, j'ai eu une magnifique équipe de docteurs. En même temps, grâce au cours que j'ai suivi, j'ai bien appris le cancer et donc j'ai changé complètement d'alimentation. J'étais devenue végétarienne. Donc tout ça m'a permis, en fait, j'avais changé complètement mon style de vie. J'ai voulu bien couper Friska. J'ai essayé de faire du yoga, c'était un peu compliqué, ça fait mal. Et donc, à ce moment-là, je me dis, chez moi. Quand je rentre chez moi, malheureusement, je rentre avec la rage d'aider.
donc je décide de créer une ONG, lutte contre le cancer chez les enfants et chez les jeunes africains, avec des amis et les membres de ma famille. Et on se décide de tout faire en fait pour aider les autres. À ce moment-là, comme je vous le disais plus tard, plus tôt, j'avais en fait, je ne pouvais plus juste juste penser à moi. J'avais Dorcas, une petite qui est mon amie dans mon ONG que j'accompagne. J'avais Dorcas qui s'inspirait de moi, qui m'appelle toutes les 2 secondes et me dit voici ce qui se passe. On je fais comment? Donc j'ai l'obligation, pour le veuille ou non, de rester vivante. C'est la même chose de la même manière que l'entrepreneuriat également m'avait permis également d'être ce chef d'entreprise de me surpasser. Aujourd'hui, je pense qu'en termes d'entrepreneuriat, j'ai l'obligation d'être toujours un modèle. De la même manière que j'ai l'obligation pour le cancer d'être toujours un modèle. Rentrant au pays, je réalise malgré tout que le cancer est une problématique assez sérieuse et qu'à ce moment-là, je n'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix que d'essayer de continuer. Je deviens donc cette personne que vous voyez aujourd'hui. J'ai essayé d'écrire des livres pour pouvoir partager mon histoire. Mon histoire est principalement mes expériences, en fait, je vais dire principalement de mon vécu. Je dis souvent en rigolant que je peux écrire un télénovela et en tout cas ça peut passer un peu comme Top Model à l'époque, pendant 20 ans la remet là, ça se suit toujours parce que il y a beaucoup d'histoires. Mais je considère que mes histoires ne sont pas juste les miennes, elles sont également les autres, elles peuvent également aider les autres à être meilleures. Donc, à la fin, je réalise que aider les autres pourrait nous aider à réussir. Je vous l'ai déjà dit. Si ensemble, si moi, à mon petit niveau, Audrey, mini philanthrope de mon État, je ressens l'obligation de partager le peu que j'ai pour aider Dorcas, pour aider une autre Gabonaise, pour aider d'autres Africains. Si d'autres personnes également à leur niveau décidaient de partager également leur expérience, comme on regarde ce qu'il a fait pour moi, comme Fred Arabes, tous les contents que j'ai eus, je pense à chacun, je pense qu'ensemble, on pourrait créer une Afrique différente. Parce que malheureusement, dans notre pays, évidemment, comme dans plusieurs pays africains, nous sommes tellement accros du pouvoir. On veut toujours briller. On ne veut pas que les autres réussissent. On veut toujours être le numéro 1. Et à ce moment-là, on oublie qu'en faisant cela, on ne développe pas l'Afrique. On ne développe pas notre pays. À mon niveau, je me dis, ça, il faut qu'on essaie de changer ça. Il faut qu'ensemble, nous puissions dire que nous voulons aider. Je veux aider Dorcas, vous voulez aider tel, et qu'ensemble, nous puissions changer l'Afrique. L'Afrique devrait-il toujours être... L'Africain devrait-il toujours ouvertement, de manière cachée, se réjouir de manière des autres? Je ne pense pas. Et je pense que vous également, vous ne pensez pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous décider de faire quelque chose pour les autres. Ne pouvons-nous pas trouver dans l'entraide la force de continuer à se surpasser et à motiver les autres et à toucher ainsi notre ville, notre pays, notre continent et pourquoi pas le monde? Je vous remercie.